Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Nous sommes dans une guerre hybride. Vous comprenez pas, maintenant vous circulez tous, s'il vous plaît. Hein, bonne soirée à tous, désolé pour la démocratie. Allez. Ah, il y a une casserole là. Il faudra les enlever, madame. Non, pourquoi faut enlever des casseroles, s'il vous plaît? On est sur une raison. Désolé pour la démocratie, oui. Combien de choses, combien de faits qui nous font demander où est la démocratie? Où est la protection du peuple? Où est la protection des gens? Après tout, c'est ça, un État. Hein, un État, une police, une armée, une autorité, c'est pour protéger le peuple, en l'occurrence le peuple français, d'un certain nombre d'agressions, de violences, d'incivilités. En tout cas, on peut essayer. Évidemment, le risque zéro n'existe pas. La violence zéro n'existe pas. Eh bien, on va parler de ce qui s'est passé à Bordeaux. Vous avez tous vu, auditeurs Sud Radio, résistants Sud Radio, vous avez tous vu ce qui s'est passé, on va en parler et prendre le temps d'en parler. Et puis on va parler d'où en est la contre-offensive ukrainienne dans cette guerre qui n'en finit pas, Russie-Ukraine, et qui aujourd'hui... il y a l'OTAN, il y a l'Europe, il y a, vous savez, le monde entier, en fait, qui est concerné, directement ou indirectement. On va en parler avec François Martin. Et François Martin vient d'écrire un livre remarquable, Ukraine ou le basculement du monde. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On en parlera avec le géostratège. Et puis, après les perles, les huées du jour, comme vous le savez, et que... En tout cas, vous nous faites le plaisir de nous dire que vous appréciez beaucoup. On va recevoir Jean-Louis Gouraud, qui est journaliste, qui est écrivain, et qui a écrit un livre très plaisant, très drôle, sur ses voyages à cheval. C'est un grand, grand cavalier. Heureux qui communiste a fait un beau voyage. Non, c'est pas Heureux qui comme Ulysse, le poème de Joachim du Bellay. Non, c'est Heureux qui communiste a fait un beau voyage. De quoi s'agit-il? Eh ben, vous avez deviné par le titre. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Je ne sais pas si on a l'air viril ou pas viril, comme la chanson de Daniel Balavoine. Mais voilà, encore et encore. On a l'impression, si vous voulez, de répéter une antienne qui, si elle n'était pas aussi lamentable, glauque, minable et atroce, eh ben, on se dirait, bon, ça suffit, parlons d'autre chose. Vous avez vu, sûrement, en tout cas beaucoup d'entre vous ont vu cette vidéo, une caméra fixe, qui a, dans les rues de Bordeaux, en plein centre de Bordeaux, une grand-mère, une petite fille sont sur le pas de leur porte, et puis arrive un type, un peu plus loin, Ibrahima B, reconnu après. Il arrive, carrément, elles sentent qu'il se passe quelque chose, elle rentre chez elle, il met un pied à la porte, il l'agresse, et on voit très très bien, il les sort, il leur tape dessus, elles sont toutes les deux à terre, la grand-mère et la petite fille, il essaie de traîner la petite fille, il vole, je ne sais pas quel sac, un truc, et il s'en va. Voilà, ça s'est passé là, et alors, c'est vraiment intéressant, on se dit, mais c'est pas possible. Et puis, on va voir des policiers, on en a parlé. Il dit, mais vous savez, mais dans toutes les villes de France, France Orange Mécanique, mais c'est tous les jours, à tous les jours, et oui. Et voilà, simplement, ça a été filmé, voilà, il y avait une caméra. Et je m'étonne, vraiment, je m'étonne, des gens qui disent, ah, cachez ce sein que je ne saurais voir. Ah non, il faut pas voir ça. Comment il faut pas voir ça? Comment il faut pas voir ça? Il faut pas savoir qu'il se passe tous les jours des choses comme ça. Moi, excusez-moi, personnellement, je suis pour qu'on montre les images. Après, si personne n'a envie de réagir, il attend que ça se passe pour sa femme, sa fille ou lui-même, eh ben c'est son problème, et on verra ce qui va se passer. En attendant, voilà. Et on dit, en plein centre de Bordeaux, Bordeaux, ville calme, les chartrons, Bordeaux, les vins, etc. Le côté paisible, la douce France, cher pays de mon enfance. Eh bien, voici ce que quelques jours avant, une conseillère municipale à Bordeaux, le 5 juin, elle était dans une réunion municipale à la Beuge, et voici ce qu'elle disait. Écoutez, le quartier de la Bastide, c'est Françoise Frémy qui parle. Donc c'était 4 jours ou
pardon, peut-être non, 10 jours avant ce qui s'est passé là, à peu près. Et écoutez la conseillère municipale de Bordeaux, voici ce qu'elle disait. Ça vaut son pesant parce que ça dit exactement la mentalité qui règne dans une certaine France et dans une certaine autorité française aujourd'hui. Écoutez. Alors au niveau de la sécurité, on y travaille, particulièrement à la Benoche, avec Fanny, tout ça. On essaye de voir avec les jeunes du quartier de la Benoche. Après, il n'y a pas que la Benoche, hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur le quartier, qui repartent. Voilà, la sécurité, je pense que c'est un peu global, qu'il faut aussi réfléchir vraiment à ce qui se passe. Et puis il y a aussi, je pense qu'au niveau de la police municipale, tout ça, on a des réunions de travail avec la police nationale, la police municipale. On y travaille, on fait des actions, mais bien sûr il faudrait peut-être un gendarme à chaque coin de rue ou pour pouvoir. Ça n'empêche pas que l'agression. Moi aussi, ça m'est arrivé de me faire agresser. Ça nous arrive à tout le monde, mais je pense que la ville de Bordeaux, on est conscient. Hein, la ville de Bordeaux est conscient de ce qui se passe. Hein, au niveau de la sécurité, on est conscient et on y travaille. Et particulièrement le maire est particulièrement attentif à ça. Mais c'est pas de suite qu'on va le résoudre, quoi. C'est assez compliqué quand même. Hein. Ah bah c'est pas de suite qu'on va le résoudre. Vous avez entendu ce gloubi-boulga? Vous avez entendu ces mots qui ne disent rien? Ah bah oui, il y a de la sécurité. Ah oui, je me suis fait agresser. Ah oui, effectivement. Et on peut pas, gendarme à chaque porte, c'est pas possible. Mais on travaille avec la police municipale. Et le maire, il fait des choses. Le maire, on va en reparler du maire, hein. Pierre Urmic. Formidable, formidable. C'est-à-dire qu'il y a cette situation. Il y a des gens qui, aujourd'hui, alors que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que c'est comme ça, on continue à dire n'importe quoi. On sort des mots comme ça. C'est une espèce de salive qui sort de la bouche d'une conseillère municipale pour dire rien. C'est-à-dire, on ne peut rien faire, mais on travaille, je vous assure, avec la police municipale, la police nationale, les jeunes. Mais les jeunes, il y a la Benoche, et ils s'en vont, ils s'en viennent. Non mais, vous imaginez un discours pareil de la part de quelqu'un dépositaire, quand même d'une certaine autorité et d'une responsabilité certaine? Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Et alors, ça ne s'arrête pas là, quand même, ça ne s'arrête pas là. Évidemment, Gérald Darmanin, le magnifique Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, hein, qui, grâce à lui, tout le monde sait qu'il n'y a plus rien en France, il ne se passe plus rien de violent. Et voilà ce qu'il dit. Je vous lis son tweet qui date de ce matin. Ignoble agression à Bordeaux, grâce à l'action rapide et courageuse des forces de l'ordre, le mis en cause, on va en parler, a été interpellé et placé en garde à vue. Ces faits d'une rare violence doivent être très sévèrement punis pour qu'ils ne se répètent plus jamais. Comment Darmanin, vous savez ce que vous êtes. Vous avez quand même une certaine intelligence. Vous n'êtes pas un rachitique du bulbe, monsieur le ministre. Et vous dites qu'ils ne se reproduisent jamais? Mais depuis que vous êtes là, ça se reproduit depuis combien de temps? Et depuis avant vous? Et depuis 10 ans? Et depuis 15 ans? Ça suffit de dire n'importe quoi, comme la conseillère municipale. Alors je rappelle simplement que Ibrahima B., la personne que l'on voit en train de tabasser et de jeter par terre une grand-mère, je le rappelle, et la petite fille qui doit avoir, je ne sais pas, 7, 8 ans, je ne sais pas, 5 ans, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et multirécidiviste, le Ibrahima B. Et on a interrogé quand la police, on lui a dit, mais, dit oui, il aurait dû être en prison. Lui, vu tout ce qui s'est passé, il aurait dû être en prison. Ah, il aurait dû être en prison. Ah bon? Mais si, mais enfin je comprends pas qu'il aurait dû être en prison. Et pourquoi il l'est pas alors en prison? Ah ben vous savez très bien, il y a pas assez de prison. Et puis qu'il faut qu'il y ait, allez, une centaine de combien de récidives il faut pour que quelqu'un soit mis en prison? Eh ben on ne sait pas. Et après, alors nous arrivons vraiment. Magnifique, c'est la récupération. Parce que, évidemment, il faut pas en parler. Regardez, un journal, je sais pas ce qu'on peut appeler ça, enfin, Libération, voilà ce qu'il a écrit, Libération, le début. Non mais, faut vraiment votre content, je vous le cite mot pour regarder à quel point nous en sommes. Un vol à l'arraché, comme il s'en produit des dizaines chaque jour en France. Voilà, vol à l'arraché. Mais celui-ci a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, suscitant une vive émotion et des raccourcis de la fachosphère. Ah ben voilà.
Et évidemment, Libération, hein, il s'appelle Libération ce journal, ben bien sûr il faut pas le montrer. Ah ben parce qu'il y avait, c'est quand même dégueulasse qu'il y avait, mais il se serait appelé juste, hein, cher Libé, cher progressiste Libé, il se serait appelé Roland M. Hein, vous auriez fait quoi? Mais ça aurait été la une du journal. Ignoble agression raciste de l'extrême droite. Des fascistes s'en prennent à une vieille dame et à une jeune. Ah, malheureusement, il s'appelle Ibrahim Abbé. Alors là, il faut dire non, pas de récupération. Et attendez, c'est pas fini. Le maire de Bordeaux, une conférence de presse, Pierre Urmic. Et qu'est-ce qu'il dit, Pierre Urmic? Ben, même chose, exactement. Cachez-moi ces attentats et ces violences que je ne saurais voir puisque je ne peux rien faire. Écoutez Pierre Urmic, maire de Bordeaux. Je n'entends pas commenter des réactions qui non seulement sont indécentes, mais sont indignes. Je pense à des réactions de récupération politique, locale et nationale, idéologique. Donc ne comptez pas sur moi pour abonder dans cette chronique malsaine des spécialistes de la récupération politique. Ce qui est indécent et indigne, monsieur le maire, c'est que chez vous, à Bordeaux, en plein centre, une grand-mère et sa petite-fille ne puissent pas prendre l'air sans qu'elle se fasse agresser. Voilà ce qui est indécent et indigne. Alors, vos commentaires sur la récupération, très sincèrement, là où vous êtes, au poste où vous êtes, commencez à parler d'autre chose et commencez à vous occuper et à balayer devant votre porte. Franchement, ce qui est indigne et indécent, c'est votre réaction. Je le dis comme je le pense. Ce n'est pas possible, ça, Pierre Urmic, de faire ça. Voilà. Et ça veut dire quoi, ça, tout ça? Pour aller un peu plus loin. Ça veut dire que nous sommes dans une France où, je ne dis pas que ça se passe tout le temps, tous les jours. Je dis simplement qu'on voit très bien. Regardez toutes les cases, on coche toutes les cases, là. Agression, la lâcheté du mec, hein, je veux dire, une vieille dame de 113 ans, une petite de 5 ans, le courage, hein. Donc on va, allez, on essaye, on les tabasse, on essaye de voler ce qu'on peut voler. Multirécidiviste, oui, mais on ne peut rien faire. Ah, mais Darmanin, mais la police l'a attrapé, encore heureux. Et puis attention, la récupération, c'est ça qui compte. Comme pour Lola, comme pour le reste. Attention, la victime, oui, mais la victime, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On peut rien y faire. Mais attention, on essaye de récupérer politiquement, et c'est indigne. Mais qu'est-ce que c'est que Sergent? Vous savez ce qui se passe? Et je vous assure que je ne le souhaite pas. Si ça continue comme ça, vous allez avoir des gens qui vont pratiquer l'autodéfense, qui vont se dire, puisque personne ne nous protège, eh ben je vais essayer de me protéger. Et là, vous n'allez pas les envoyer en prison, comme ce propriétaire, il y a eu 3 cambrioleurs, il a simplement attrapé un cambrioleur en attendant la police. Eh ben on l'a condamné pour séquestration du cambrioleur. Mais où on est dans ce pays? On est où dans ce pays? Je pose la question. Et c'est pas possible que cette histoire de Bordeaux suscite des réactions très franchement, aussi médiocre, aussi lâche et aussi démissionnaire. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Terrible, terrible. Oui, c'est la chanson d'Yves Montand, de Francis Lemarque, quand un soldat. Et on a l'impression que cette guerre en Ukraine, on a l'impression qu'elle ne s'arrêtera que jusqu'au dernier Ukrainien. C'est terrifiant. Tous les jours, des massacres, des morts, des milliers de morts. Et on a l'impression que ça ne s'arrête pas parce que, je ne sais pas, personne n'a envie que ça s'arrête. Ou on se dit, mais attendez, il y a quand même... Personne ne pense aux négociations. On dit, on donne 1 milliard par-ci, 10 milliards par-là, l'OTAN... Poutine qui dit, bah écoutez, aujourd'hui, c'est l'OTAN et l'Europe, on veut tuer l'Europe, etc. Alors... François Martin, bonjour. Bonjour André. Alors François Martin, vous avez écrit un livre remarquable que je conseille, L'Ukraine, un basculement du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. C'est ça. Vous êtes géostratège, vous êtes le groupement professionnel HEC Géostratégie et HEC Globalisation, c'est bien ça. Mais je voudrais en quelques mots, en quelques phrases, François Martin, qu'est-ce qui se passe? On nous avait annoncé une contre-offensive, elle a eu lieu, mais apparemment c'est une espèce de jeu de massacre ou de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou de tir au pigeon, si l'expression n'allait pas du tout là dans ce contexte.
Mais qu'est-ce qui se passe? On voit les chars français arriver, tous les chars, les léopards, etc. Et puis, ils se font détruire au fur et à mesure. Alors, il y avait une vidéo qui circulait sur Internet hier où on est allé voir du côté russe. Et alors, on interrogeait un soldat russe qui disait « Mais vous nous prenez vraiment pour des imbéciles pour penser que on s'est pas préparé alors que ça fait 6 mois qu'on attend cette contre-offensive ». Donc, je dirais que déjà, la première chose, comme dit Tadei, c'est d'être capable de penser contre soi-même. C'est ce qu'on n'est pas capable de faire. On se demande jamais quelles sont nos propres erreurs dans nos médias, et on se demande jamais quelles sont les qualités des Russes. Alors, on peut pas gagner déjà. Ça, c'est la première chose. Il y a un problème systématiquement. Ouais. Tout systématiquement, on dit on va faire une contre-offensive. Mais alors attends, qu'est-ce qu'ils ont fait en face? Faut peut-être se poser la question. On voit jamais ça. Alors, les Russes le savent parfaitement. Les Russes sont prêts depuis longtemps. Nous, on intègre des matériels. Enfin, nous, l'Occident intègre des matériels nouveaux que les types savent pas utiliser. Pour construire une armée digne de ce nom, il faut agréger les chars, les drones, les avions, tout ensemble. Et c'est surtout la connectique qui est difficile et l'habitude de travailler ensemble. Alors, on livre des chars et puis on livre d'autres choses et puis on livre ci, on livre ça. On a regardé que depuis des semaines, les Russes ont tapé systématiquement les arrières. Il y a une grosse bataille de l'arrière dont on n'a pas parlé. Le problème, c'est qu'on ne voit pas détruire les arrières des Russes parce que les Russes ont les meilleures défenses antiaériennes du monde. Mais ils ont tapé les munitions anglaises à sous-munitions, etc. Ouais. Ils ont tapé... Dès qu'on fait une contre-offensive, il faut regrouper des armes. Donc les Russes ont tapé tout ça. Donc ils ont déjà dévitalisé pratiquement une bonne partie de l'armée ukrainienne. Bien sûr. Alors, du côté ukrainien, ils ont absolument besoin c'est le Moloch médiatique qui oblige à toujours faire quelque chose pour avoir l'air de montrer qu'on existe. C'est pour ça qu'ils ont annoncé la contre-offensive des mots. On n'annonce pas une contre-offensive. Bien sûr. On l'a fait. Enfin, bien sûr, c'est pour ça. C'est pour ça, absolument, c'est pour ça. C'est le Moloch médiatique. Vous dites tout ça, c'est pour la communication. C'est pour la communication. Et pour avoir des subventions. Pour avoir des subsides, parce que, comme je le montre dans mon livre, il y a une grosse partie de détournement d'argent, de matériel, y compris chez les Américains d'ailleurs, où il y a énormément de gens qui gagnent de l'argent là-dessus. La guerre, je rappelle que la guerre est, pour 95% des gens, c'est l'horreur absolue, mais pour quelques personnes, c'est le paradis absolu, parce que c'est le règne de l'arbitraire absolu. On peut tuer qui on veut, on peut escroquer qui on veut, on a le monopole de l'entrée des ports pour ces produits qu'on va vendre à 1000%. Moi j'ai vu ça en Angola, on vendait à 1000, 10 000% le riz, les produits de première nécessité. Donc c'est la meilleure façon de faire fortune. Voilà. Ouais. Donc, pour 5% des gens qui se foutent totalement de savoir s'il y a des milliers de morts ou des dizaines de milliers de morts. Bien entendu. En plus, il y a un élément qu'on n'a pas compris qui est très important à comprendre. Je pense que c'est peut-être l'essentiel. Oui. C'est que Poutine ne fait pas une guerre de décapitation, mais il fait une guerre de dévitalisation. C'est pas du tout la même chose. Nous, on est habitués aux guerres, à la guerre napoléonienne. On fonce, on fait une grande bataille, on gagne, on fait sauter le régime. Bon, Poutine fait la guerre. J'ai lu ça chez Bernard Wicht. Poutine fait la guerre d'Espagne de Franco, en fait. Et Franco, à un moment donné, a eu le choix de prendre Madrid ou de prendre Tolède. Madrid était mal défendu, Tolède était très bien défendu, il a attaqué Tolède. On a dit que c'était un mauvais général. Et il a répondu des années après en disant « À quoi m'aurait-il servi de faire sauter ce régime si à l'intérieur de la population, j'avais eu tout l'ennemi de l'intérieur pour me faire tous les républicains radicaux à l'intérieur pour m'empêcher de gouverner. Il fallait d'abord que je les massacre à travers la guerre pour pouvoir ensuite avoir un pays entre guillemets pacifié. » Alors donc oui, c'est ça que il fait n'a pas Poutine. attaqué Kiev, Poutine. Non, mais par contre, son objectif, c'est tous les ukro-nazis en fait. C'est cela son véritable objectif. Et derrière cet objectif-là, il y a la dévitalisation de l'Occident. L'OTAN a annoncé hier qu'il n'avait plus de munitions. Il faut bien comprendre que lorsqu'on a fait une OPEX en Irak, on tire 600 obus par jour. Les Ukrainiens, OPEX, nos opérations extérieures. C'est ça. Les Ukrainiens, ça c'est Jacques Beau qui l'explique, les Ukrainiens tirent 4000 obus par jour. Et les Russes tirent 40 000 obus par jour.
40 000. Donc c'est Par jour. Tyson Ouais. avec en face un petit gamin de 80 kilos. Alors on a beau de lui mettre des stéroïdes dans tous les... Il y a la population, il y a les armes, il y a tout cela. C'est un rouleau compresseur. Voilà. Mais qui ne Donc- veut pas, en fait, tout envahir. C'est pas le pas problème. du tout. Pas du tout. Ils font une guerre de... comment dire ça c'est guerre une d'attrition, de on peut dire. vampirisation, je dirais ça. Vampirisation, Voilà. d'accord. C'est ça la guerre. On aspire c'est tout ce qu'on Dracula. peut, on le tue, on l'écrase, et l'Occident produit en un mois. L'Occident produit en un mois ce que les munitions que les Russes tirent en un jour. En un jour. L'Occident produit en un mois ce que les Russes tirent en un jour. Voilà. Et comment ça se fait que l'Occident, qui est quand même richissime, n'a pas les moyens Parce de que l'Occident fournir- s'est tourné depuis longtemps vers les opérations extérieures parce qu'elle pensait qu'il n'y aurait plus jamais de guerre de ce type-là. Donc eux, ils ont conservé les lignes de production pas chères, très longues, etc., etc. Ils produisent à plein aujourd'hui, et nous, on ne sait pas faire. On s'est tiré avec des canons César très précis, on sait, etc., etc. Et les avions dont on nous promet l'arrivée ne changeront rien. Parce qu'en fait, le vrai problème, il y a plusieurs problèmes de l'avion, mais l'un des principaux problèmes, c'est que pour 20 avions, d'après ce que je comprends, il faut 500 mécaniciens. On les met où ? Si on les met en Irak, si on les met en Ukraine, le lendemain, la base est détruite par les Russes, qui tirent où ils veulent, comme ils veulent. Et si on les met en Pologne, Poutine a déjà prévenu que c'est les Polonais qui allaient prendre. Parce que les Polonais, du coup, seront directement belligérants. Bien sûr. Et ce sera le démembrement de l'Ukraine. Bien sûr. Si ça arrive. Bien sûr. On va continuer d'en parler, parler, parce qu'on veut parler du basculement du monde. C'est le titre de votre livre, François Martin. Restez avec nous, on continue avec François Martin, avec l'Ukraine, la Russie, et ce que ça implique pour nous, juste après les informations. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et en fait, où en sommes-nous de ce basculement du monde? On en parle, on a commencé à en parler, justement, de cette guerre de dévitalisation menée par Poutine et cette guerre un peu tous azimuts. Comment réagit l'Occident? François Martin, vous êtes président du groupement professionnel HEC Géostratégie, et vous avez écrit un livre tout à fait remarquable, L'Ukraine, un basculement du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors François Martin, c'est quoi ce basculement du monde? Qu'est-ce qui se passe sous nos yeux? Alors comment en fait, on peut le résumer? Il s'est passé depuis longtemps, mais simplement on l'a pas vu. Et la guerre d'Ukraine a donné à la fois une accélération et je dirais une ouverture du regard pour ceux qui voulaient bien voir. Et à mon avis, le moment vraiment tectonique, c'est au moment où on a demandé à l'ensemble des pays de la communauté internationale de condamner l'Ukraine et de donner la Russie et de sanctionner. D'abord, ils n'ont pas condamné, semble-t-il. Moi, j'ai dit condamné, mais un de mes lecteurs m'a corrigé en disant qu'on a déploré. C'est déjà très différent. On déplore, c'est pas condamné. Et surtout, quand les Occidentaux ont décidé de voter les sanctions, 80% des pays du monde ont dit, ben finalement, nous, non. Donc on part tout droit. Nous on part tout droit. Le chef part devant avec la pique et il y a les 150 types derrière qui disent on y va, suce à l'ennemi. Il se retourne, il y a 10 types derrière et les autres il dit ben finalement nous on n'y va pas. Ouais. Donc je pense que Poutine a gagné la guerre à ce moment-là. C'est Soubise qui cherche son armée. Voilà. Oui, mon armée. Et en plus de ça, quand on sanctionne un pays qu'on veut lui faire un embargo, si je fais l'embargo avec le pays et que tout le monde fait l'embargo, il est sous embargo. Mais si je lui fais l'embargo et que personne n'y va sauf moi, c'est moi qui suis sous embargo en fait. Donc en fait c'est ce qui s'est passé. On s'est mis sous embargo nous-mêmes en fait. Voilà, c'est ça le système. Alors, et en quoi ça? Alors, qu'est-ce qui a basculé? Parce que on a vu effectivement ce monde multipolaire apparaître, qui était déjà là. Mais enfin, basculé, les BRICS et tout ça. Ce qui est basculé, c'est énorme. C'est-à-dire que, par exemple, l'ensemble des pays d'Afrique étaient depuis toujours, moi je connais très bien l'Afrique, j'y suis né, j'y ai vécu, etc. C'était le paillasson de l'Occident. On allait leur dire maintenant vous votez comme ça à l'ONU parce que sinon vous n'avez pas vos subventions. Et là les Africains disent c'est votre affaire, c'est pas la nôtre. Énorme. MBS, Mohamed Ben Salman, qui vient d'être reçu, à qui on disait espèce de salopard, tu découpes tes opposants en rondelles, etc. Il reçoit Biden, qui
qui vient lui demander d'augmenter les quotas de pétrole, et il dit non seulement, c'est même pas lui qui lui répond, c'est son ministre des Affaires étrangères, qui est son frère, qui dit nous déciderons en fonction de nos propres intérêts. Ça veut dire va te faire cuire un œuf en arabe avec l'accent. Alors que l'Arabie Saoudite et les États-Unis, enfin, c'est le pacte du Quincy qui est brisé. C'est énorme. Et c'est dans le monde entier, c'est un peu ça en ce moment. Alors, bien sûr, c'est ça. Et derrière cet abandon du pacte du Quincy, il y a un phénomène qui est gigantesque, c'est la décision des Saoudiens de se faire payer en yuan leur pétrole. Parce que, en fait, le système américain qui consiste de post-Bretton Woods, qui consiste à supprimer il tient sur quoi? C'est d'être la monnaie du monde. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment je la fais circuler. Oui, mais si je la fais circuler en disant vous, chers Européens, qui avez besoin de pétrole, vous allez payer votre pétrole en dollars. Ça veut dire moi je peux fabriquer tous les dollars que je veux. Vous êtes obligés de les prendre. Donc la dictature du dollar était complète jusqu'à il y a quelques mois. Les États-Unis viennent de perdre la maîtrise de leurs clients piégés. Et ça, pour un commerçant, quand on perd la maîtrise de son client piégé, c'est mortel. Parce que votre client peut vous dire attends, moi je ne vais plus acheter chez toi, je vais acheter chez l'autre. Jusqu'avant, c'est ce qui nous est arrivé en 89. La chute de la France, c'est 89, parce que l'on avait un client piégé qui s'appelait l'Allemagne, et du jour au lendemain, l'Allemagne a été capable d'aller retrouver ses sources d'approvisionnement à l'Est, et nous, on n'a pas réagi. Ce jour-là, on est mort. Voilà. Et on n'a jamais cessé de faire des déficits depuis l'époque. C'est ce qui est en train de se passer avec les États-Unis aujourd'hui. Alors, qui en profite? La Chine, évidemment, la Russie va en profiter, le Moyen-Orient va en profiter, l'Inde va en profiter, etc. Mais bien sûr, tous ces pays-là. Lula, qui a dit, moi, j'y vais pas. Et alors, l'autre phénomène qui est gravissime, c'est la situation de l'Europe. Parce que ça... en quoi est-elle gravissime? Elle est gravissime parce que Eric Branca rappelle dans L'Ami américain que les Américains ont toujours poursuivi, depuis la guerre, 2 stratégies contradictoires en parallèle pour choisir la meilleure à la fin. Ils ont en même temps choisi de se mettre avec les Russes contre les nazis, et en même temps ils essayaient de négocier avec les nazis pour les retourner, pour attaquer les Russes. Ensuite, ils ont financé l'OAS et le FLN en même temps. Ils ont financé Khomeini et ils ont financé le Shah en même temps. Et là, ils ont 2 objectifs en parallèle. L'un, c'est de détruire la Russie, et l'autre, c'est de se servir de cette guerre pour détruire l'Europe et partitionner l'Europe et la manger. Est-ce que ce n'est pas je dirais pas un complot, mais est-ce que ce n'est pas un fantasme? À votre avis, c'est totalement 50%, je réponds simplement, 50% des ETI allemandes, sur le dernier sondage, ETI, c'est les entreprises, les PME, de taille intermédiaire, cherchent à déménager pour aller où? Aux États-Unis. Le fait d'avoir arrêté le gaz bon marché, c'est la mort de l'Europe, tout simplement. Si on n'a plus la jugulaire avec le sang, on est mort. Voilà. Donc le problème, c'est que les Américains ont deux proies, ils poursuivent 2 proies comme ils l'ont fait. L'une se défend, l'autre se défend pas. Donc ils vont manger celle qui se défend pas. C'est la logique des choses. Donc ils vont se retrouver, mais effectivement la logique des choses est là. Mais heureusement l'histoire est illogique, est aléatoire, et on va voir la suite. On en tout cas, François Martin, merci pour vos éclaircissements. Je rappelle le titre de votre livre, vraiment encore une fois que je recommande absolument. C'est l'Ukraine, le basculement du monde. Et Dieu sait si ça vient de commencer, s'il ne va pas s'arrêter tout de suite. C'est ça. Merci André. Merci. Merci beaucoup. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Jean-Louis Gouraud qui vient nous parler de son livre Heureux qui communiste a fait un beau voyage aux éditions Fabre. Bonjour Jean-Louis Gouraud. Oui, bonjour. Alors Jean-Louis Gouraud, d'abord, effectivement, je suis très heureux de voir non pas l'homme qui m'a succédé à Jeune Afrique, mais le voyageur. D'abord, je ne savais pas, enfin, j'avoue, je ne savais pas que vous étiez aussi, d'abord le cheval, l'amoureux du cheval. Et vous avez fait quand même des périples, et enfin, on va parler de tout ça. Les périples incroyables, enfin, vraiment, presque le tour du monde, en tout cas, une partie du tour du monde. Et puis ce livre, vraiment, que j'ai bien aimé, au Paris chez Fabre. Alors, évidemment, vous avez... Et c'est de qui, d'ailleurs, cette parodie du Bellay? Donc, du Bellay, vous savez, c'était heureux qui communie, ça fait un beau voyage, et comme c'est celui-là qui conquit la toison, etc., etc.
Et vous, c'est de qui, Heureux qui communiste? Oui, un ancien instituteur, Jean-Charles, s'était amusé à recueillir les perles trouvées dans les copies de ses élèves qui étaient tous des cancres. D'ailleurs, il avait intitulé son livre La foire aux cancres. Qui avait marché d'un best-seller absolu. Voilà. Et alors, c'est une mine, en effet, de drôlerie et en même temps de réflexion, parce que de temps en temps, ces erreurs donnent à penser, quoi. Bien sûr. Et j'avais, à l'époque, ce livre est paru, je sais pas, il y a eu une trentaine d'années, et j'avais retenu cette phrase qui, je trouvais, s'appliquait assez bien à mon propre cas, parce que la plupart des pays nombreux en tout cas, parmi les pays que j'ai beaucoup fréquentés, étaient sinon communistes, du moins toujours tentés par le communisme. Vous en parlez de l'Afrique notamment. Oui, il y a eu de très nombreuses tentations, toutes que des échecs d'ailleurs malheureusement, et parfois des échecs sanglants et des tragédies. Mais il y a toujours eu cette fascination pour un monde qui d'ailleurs en effet n'est pas en soi détestable, hein. C'est un monde où tout le monde est égal, où chacun selon ses besoins. Enfin, tout ça sont des principes qui sont tout à fait respectables, sauf que leur application a toujours été désastreuse. Oui, et c'est vrai que, alors, ce qui est tout à fait étonnant dans votre livre et c'est que le Moyen-Orient, l'Afrique, c'est bien connu. On parlera de la Chine et de Montargis après, j'ai adoré ce chapitre Montargis. Et vous parlez de tous les gens que vous avez côtoyés, Kadhafi par exemple, on va parler de tout cela. Hanan Azam, que je connais aussi, que j'ai connu. Et puis ce qui se passe avec justement ce communisme et ce que est devenu les tentations du communisme, surtout que vous étiez à Moscou au moment où il y a eu Helsinki, Gorbatchev et enfin pas le coup d'État, mais le basculement, on peut dire aussi. Hein. Oui. On va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Heureux qui communiste a fait un beau voyage. Jean-Louis Gouraud, en tout cas, vous en avez fait des beaux voyages. Partout, Afrique, je parlerai de la Chine, mais c'est spécial, Afrique, Europe. Et puis c'est intéressant, les gens que vous avez rencontrés, justement, de Kadhafi d'un côté à Massimba Deba, à tous les autres, des gens absolument passionnants. Ça, c'est entre deux périples à cheval qui vous prennent des milliers de kilomètres. Enfin, c'est Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, je crois, en Syrie. On va parler de tout ça, mais juste, je voudrais rappeler, parce que c'est en fonction du titre, vous parlez d'un modeste paysan qui lève le doigt là, dans un pays d'Afrique et il pose une question à l'orateur envoyé par le Parti communiste. Il dit: camarade, merci pour tes explications, j'ai bien compris tout ce que tu nous as promis, mais je voudrais quand même en être sûr. Le socialisme scientifique, c'est vraiment une science, mais naturellement, ça porte le commissaire politique qui se lance à nouveau dans une harangue enflammée. D'accord, camarade, d'accord, l'interrompt le paysan. Mais dis-moi, si c'est vraiment une science, pourquoi ne pas l'avoir essayé d'abord sur les animaux? C'est formidable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce communiste dans cette tentation communiste, socialiste scientifique dans les terres que vous avez visitées? D'abord, oui, il faut s'interroger sur la raison pour laquelle toutes ces expériences se sont toutes soldées par des échecs. Ça n'a pas marché. Alors évidemment, vous me direz qu'en Afrique, rien ne marche, mais surtout, je dirais que le communisme, au fond, ça n'a marché jamais nulle part. Donc surtout ça. En ce qui concerne la remarque désobligeante sur l'Afrique, elle n'est pas de moi, elle est de mes amis africains, qui me disent: c'est vrai qu'en Afrique, rien ne marche, mais tout s'arrange. Et j'adhère assez, enfin pour l'avoir vécu, j'adhère assez à cette description de l'Afrique. Mais quelles sont les vraies raisons des échecs successifs, des expériences, des tentatives, des tentations communistes en Afrique? Partout, enfin, oui, en Afrique et aussi d'ailleurs dans le monde arabe. Moi, l'analyse que je peux en faire, c'est que il y a des éléments dans le communisme qui sont absolument inadmissibles, insupportables dans ces régions du monde.
puisque le communisme, comme vous le savez, implique l'athéisme. Et ça, c'est un monde sans Dieu, un monde sans puissance supérieure. C'est pas acceptable. Ça ne peut pas marcher. Ouais. Alors ce qui évidemment, ce qui a pu marcher, mais ce qui en effet est complètement différent, c'est instaurer non pas l'athéisme parce que c'est insupportable et c'est inadmissible, mais c'est des tentatives d'instaurer la laïcité. Et ça a été le cas, justement, cette fameuse expérience du Parti Baas. En Syrie, absolument. En Syrie, enfin, avec, à l'origine de laquelle, l'idéologie à l'origine de laquelle... En Syrie, en Irak, d'ailleurs. Oui. Enfin, oui. Et ce qui est intéressant, c'est de noter qu'à l'origine de cette idéologie, d'ailleurs, il y avait un chrétien, Michel Aflaq, qui était un des fondateurs de cette idéologie tout à fait. Comme il y avait un autre chrétien, Georges Habash, Front de Libération de la Palestine, également. Absolument. Oui. Et alors, la laïcité, il faut le savoir, c'est, au fond, c'est la meilleure, à la différence de l'athéisme qui propose la suppression de toutes les religions. La laïcité, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire c'est la meilleure protection de toutes les religions. Et d'ailleurs, c'est sans doute... À condition qu'elle soit privée. Et pas de... Absolument, oui, absolument. On est bien d'accord. Mais c'est sans doute ce qui explique le soutien que Bachar al-Assad a obtenu de toutes les minorités bien sûr. non sunnites, c'est-à-dire les Alaouites, les Druzes, les chrétiens d'Orient, qui savaient bien que si le pouvoir était pris par les sunnites, il y aurait plus de minorités, et voilà. Et donc il n'y a pas eu, donc du coup, il n'y a pas eu de véritable expérience communiste, ou du moins qui puisse avoir ce nom-là, ni dans les pays arabes, ni en Afrique. Alors, Jean-Louis Gouraud, ces chefs d'État ou ces autocrates, appelons-les comme on veut, mais que vous avez rencontrés... Ou ces tyrans. Ces tyrans, oui. Il ne faut pas hésiter de le dire. Que vous avez rencontré de Kadhafi à d'autres. Au fond, est-ce que c'était pour eux un œillet sur la boutonnière de dire on est marxistes-léninistes, ou etc., ou ils essayaient vraiment, parce qu'ils avaient des études en Europe ou ailleurs, etc., on parlera après de Montargis et des Chinois, mais est-ce que le fait qu'ils apportaient ça avec conviction, ou c'était une manière de dire voilà, on est progressiste, on est moderne, nous aussi on va rentrer? C'était quoi? Oui, c'est toute une accumulation de causes, y compris, d'ailleurs, il faut la prendre en compte également, une espèce de méfiance à l'égard de l'impérialisme qui était associé à la puissance américaine. Hein. Donc, souvenez-vous, l'alternative à cette puissance américaine, c'était la puissance soviétique. Donc, ça, c'était une des tentations. Donc, on se retournait vers l'Union soviétique à l'époque. Oui. Alors, ça pouvait être une des causes. Mais à part ça, l'idéologie communiste, celle qui consiste à donner une espèce de bien-être général, à répartir les biens de façon équitable, qui est d'ailleurs une idéologie assez proche de l'idéologie chrétienne, hein, tout simplement. C'était un horizon tout à fait... Mais par exemple, oui. Souhaitable, étant bien entendu que parmi les blagues soviétiques qu'on racontait à l'époque... un jour, un commissaire politique explique que grâce au communisme, le bonheur est à l'horizon. Et alors, dans l'auditoire, il y a un garçon qui ne sait pas très bien ce que c'est que l'horizon. Alors, il ouvre son dictionnaire, il voit la définition « ligne imaginaire qui recule à mesure qu'on avance ». Voilà, donc, bien ça, oui, ça l'a conforté. Mais justement, deux choses qui m'intéressent, que vous racontiez un peu, vous le racontez dans votre livre, et c'est très savoureux. D'abord, je voudrais que le Jean-Louis Gouraud qui arrive en plein, allez, comment on va dire, charivari, fin de l'Union soviétique, Gorbatchev qui est là, Helsinki qui reprend du pouvoir, mais qui va l'abandonner, vous arrivez en plein là-dedans. Ouais. Et vous l'avez vécu comment? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez senti à ce moment-là? C'était quoi? C'était vraiment le bordel, passez-moi l'expression. Quoi. Oui, enfin, heureusement, le bordel, c'était pas très nouveau, puisqu'il y a toujours eu un relatif bordel, y compris à l'époque soviétique. Donc ça, c'était pas... Et puis alors, quand on fréquente beaucoup l'Afrique, le monde arabe, etc., tout ça, ce sont des situations d'approximation avec lesquelles on est assez familier.
Mais j'ai fait ce voyage que vous évoquez, ce voyage historique, si je puis dire, en 1990. Et si ce voyage est historique, c'est pas du tout parce que j'ai fait ce voyage, c'est tout simplement que c'était vraiment l'année du grand basculement, l'année où tout a changé. C'est l'année où le mur de Berlin a commencé à être égratigné. Il y avait encore, quand j'ai fait mon voyage, il y avait encore 2 Allemagnes. Donc quand je suis passé de France en Allemagne de l'Ouest, j'ai dûü passer ensuite en Allemagne de l'Est, franchir le oui, il y avait encore la fronde de checkpoint, qui a duré jusque l'année suivante, jusqu'en 91. Et donc, la sensation que je pouvais avoir, puisque j'avais fait aucune, pour être honnête, aucune prémonition, je ne pouvais pas deviner que les choses allaient tourner comme elles l'ont fait. Mais on sentait bien qu'il y avait de l'orage, quoi. On sentait bien que le temps allait changer. On sentait bien que, sans pouvoir l'affirmer vraiment, et d'ailleurs, je n'ai pas honte de le dire, aucun homme politique européen n'a été capable de l'annoncer. Personne n'aurait imaginé que l'URSS serait effondré sans une effusion de sang, voilà, sans et arme à tir. à cette vitesse et dans ces conditions. Oui, c'est tout à fait passionnant. Ça, on va en reparler après une toute petite pause. Jean-Louis Gouraud, vous allez un peu nous raconter, enfin, c'est Fabrice Del Dongo à la bataille de Waterloo, hein, c'est ça. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jean-Louis Gouraud, heureux qui communiste, a fait un beau voyage chez Fabre, aux éditions Fabre. Alors justement, parlons un peu aussi d'un autre, enfin un potentat, on peut dire, que vous avez très bien connu, puisque vous avez écrit 2 livres avec lui, un livre d'entretien, etc. Donc, vous l'avez vu, racontez-vous dans votre livre une 30aine de fois. Et Kadhafi, on se dit, mais au fond, est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose là? Si, on a tout raté avec Kadhafi, et au début et à la fin. On l'a diabolisé à un moment où, au contraire, il aurait pu être notre allié. J'évoque principalement à la lutte contre l'islamisme. Il n'y avait pas de plus hostile à l'islamisme que Kadhafi. Et c'était un moment où, vous vous en souvenez, l'Égypte était en proie au pouvoir des frères musulmans et l'Algérie, l'autre pays voisin de l'autre côté, était en pleine guerre civile, menée par les islamistes du Front islamique du salut. Et Kadhafi, à cette époque, pouvait servir de verrou. D'ailleurs, c'est la fonction qu'il a utilisée. Et c'est un moment où on l'a considéré que ce personnage était infréquentable. Alors, naturellement, en fond du décor, il y avait le conflit avec la bande d'Aouzou qui était contesté et qu'il voulait récupérer, dont il disait qu'elle appartenait à la Libye, alors qu'en fait elle appartenait au Tchad. Mais d'ailleurs les organisations internationales ont réglé ce problème à l'amiable et Kadhafi a très bien reconnu que cette bande d'Aouzou appartenait au Tchad et non pas à la Libye. Mais on a ostracisé, excommunié, si le mot, si vous m'autorisez le mot, Kadhafi à un moment où, au contraire, il aurait pu être notre allié dans cette lutte contre l'ennemi principal qui était l'islamisme. Alors évidemment, Kadhafi tendait des verges pour se faire fouetter, parce que c'est vrai que dans son désir, parce que un des livres que j'ai réalisé avec lui sous forme d'entretien portait un titre qui le définit assez bien. Il s'auto-définit lui-même assez bien en disant « Je suis un opposant à l'échelon mondial ». Et c'est vrai que il avait créé des officines qui étaient chargées d'encourager des mouvements d'opposition dans le monde arabe, des mouvements de libération en Afrique. Alors, c'était souvent un peu n'importe quoi, mais c'était parfois tout à fait honorable. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que lorsque Nelson Mandela a quitté sa prison, lorsque l'apartheid a échoué, a pris fin en Afrique du Sud, le premier voyage que Nelson Mandela a voulu faire en homme libre, en dehors
de l'Afrique du Sud, c'était pour se rendre à Tripoli, pour remercier Kadhafi du soutien qu'il lui avait apporté de façon absolument constante. Ouais, c'est intéressant, il faut rappeler ça. Mais comment était-il Kadhafi? Puisque vous l'avez rencontré une trentaine de fois, comment était-il? Quel homme était-il? Alors, il faut savoir que, je l'ai su parce que je voyais de près aussi ses collaborateurs, il faut savoir que Kadhafi était principalement un chef traditionnel, c'est-à-dire que tribal, vous voulez dire pratiquement tribal. Oui, c'est-à-dire qu'il passait ses journées, en tout cas, ou l'essentiel de son temps, non pas à courir les filles ou les petits garçons comme certains l'ont prétendu. Pensez que c'est du mensonge, ça, enfin c'est peut-être vrai, je sais pas. Enfin, j'ai pas regardé le sujet c'est pas ça qui nous intéresse. Très près. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il passait son temps à régler des problèmes internes, des problèmes des conflits tribaux, des problèmes de relations familiales, tribales, parce qu'il faut savoir que, et si Sarkozy l'avait su d'ailleurs, il aurait peut-être hésité à se lancer dans l'opération dans laquelle il s'est lancé plus tard, mais la Libye n'est pas une nation. La Libye, c'est un conglomérat de tribus, entre lesquels il y a des jeux d'équilibre, des alliances, des mésalliances, des concurrences, etc., dans lesquels Kadhafi jouait très 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 bien, mais c'est un job à plein temps, et il passait son temps à régler des problèmes de cette nature, avec parfois il prenait des sanctions que peut-être la morale réprouve, mais enfin en maniant la carotte et le bâton, qui est quand même une méthode qui a fait ses preuves, il avait réussi à maintenir dans ce pays pendant 40 ans une certaine stabilité et il faut le dire, une certaine prospérité. Et comment vous expliquez alors le journaliste que vous êtes, Jean-Louis Gouraud, parce que vous avez été d'abord à combat, appelé sur l'Afrique, et puis au temps de Philippe Tesson. Du temps de Philippe Tesson, absolument, paix à son âme. Ouais, bien. Ouais. Et comment vous expliquez Sarkozy et les autres? Qu'est-ce qui vous motive que je ne sais pas. Non, mais vous touchez là exactement la grande question, enfin celle qui me hante, quoi. Pour quelle raison Sarkozy et ceux qu'il a pu amener dans son aventure se sont-ils lancés dans cette opération complètement incompréhensible? On a avancé toutes sortes de raisons. Aucune de ces raisons avancées ne tiennent la route. Kadhafi aurait fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Bon, et alors? C'est pas pour ça qu'on élimine. On dit que le Qatar aurait joué un rôle, fait des mais tout ça reste flou et incompréhensible. En tout cas, aucune de ces raisons avancées habituellement ne justifie une mesure de cette importance. On ne liquide pas un chef d'État, mais surtout liquidé. Et d'ailleurs, ce qui me choque le plus, c'est pas l'idée de liquider un chef d'État, parce que déjà, Monsieur Giscard d'Estaing avait eu l'idée de liquider Kadhafi à un moment où Kadhafi commençait déjà à agacer la France, etc. Bon, et puis des liquidations ici ou là, malheureusement, c'est d'un usage courant. Non, mais ce qui est le plus tragique, c'est comment la France a-t-elle pu se lancer dans cette affaire en sachant, ou en ne sachant pas plutôt, que ça allait, ce que ça allait déclencher, quelles étaient les conséquences. Donner un coup de pied dans cette fourmilière, ça a été une catastrophe. Et pourtant, nous avions en France, l'Élysée, le Quai d'Orsay avait tous les moyens d'être parfaitement informé des conséquences éventuelles de ce qui allait se produire. On savait bien que Kadhafi, encore une fois, avec des moyens que parfois la morale réprouve, mais tenait c'est non seulement son pays, mais toute cette région sahélienne, c'est-à-dire, évidemment, la situation au nord du Mali qu'on connaît aujourd'hui est née de cette absence du règne, si je puis dire, de la Pax Libya. Ça s'est répandu dans l'ensemble du Sahel. Le drame que vit aujourd'hui le Burkina Faso, bientôt le Tchad, etc. Tout ça est né de l'absence justement de la dissolution du pouvoir libyen. Ouais. Et ça, alors je parle pas évidemment du fait que la Libye elle-même
est un pays qui n'existe plus. C'est un pays maintenant tiraillé entre différents démembré et qui a reconstitué d'ailleurs les influences tribales qui étaient celles de l'origine et qui sont très bien décrites déjà au XIXe siècle par Élisée Reclus. Et donc c'est la permanence. On est revenu. On est revenu. Voilà. Et qu'est-ce qui, Jean-Louis Gouraud, parmi, est-ce qu'il y a eu d'autres leaders africains qui vous ont aussi, enfin que vous avez rencontrés, peut-être moins souvent que Kadhafi, qui vous ont impressionné ou marqué ou... Oui, bien sûr, beaucoup. J'ai été très impressionné par des leaders qui ont mauvaise réputation, malheureusement, comme Ahmadou Ahidjo, qui a dirigé d'une main d'acier, mais avec un résultat très positif, le Cameroun, avant Paul Biya. Avant de laisser sa place à Paul Biya. Mais le plus charismatique de tous ceux que j'ai pu rencontrer, connaître et avec lesquels j'ai pu avoir même une certaine familiarité, naturellement, c'est Thomas Sankara, qui est une icône, qui est un peu le Che Guevara africain, et qui en effet était un personnage au charme irrésistible. C'était un personnage extraordinairement sympathique, vivant, intelligent, entrepreneur. Oui. Et alors, on lui a reproché, c'était un peu vrai, d'être un peu brouillon, de pas savoir traduire de façon toujours très concrète ses idées généreuses, etc. Mais c'était un excellent orateur. Il était extraordinairement sympathique. Il se déplaçait à bicyclette. Il jouait de la guitare. Et tout ça en a fait un personnage absolument inoubliable. Mais son côté excessif, irresponsable, avait des limites. Et je raconte dans ce livre un dîner que j'ai eu avec lui, un dîner toujours très tardif. Je ne sais pas pourquoi. Il m'accordait sa table que vers minuit, et donc on bavardait jusqu'à 3h du matin, etc. En mangeant assez mal d'ailleurs un poulet immangeable. Enfin bon, je l'avais vu peu de temps après le passage de Mitterrand à Ouagadougou, au cours duquel Sankara s'était permis de faire un discours assez incisif, assez offensif, et on voyait bien, d'ailleurs on a encore des images, on voyait bien que tout ça ne déplaisait pas au fond à Mitterrand. Qui écoutait ce jeune homme, qui devait lui rappeler sa propre jeunesse de militant. Mitterrand avait manifestement de la sympathie pour ce type assez culotté, qui venait lui reprocher l'impérialisme de la France, les excès du colonialisme, du néocolonialisme, etc. Et Mitterrand d'ailleurs lui avait répondu avec une fermeté, mais sympathie. Et donc peu de temps après, je rencontre Thomas Sankara, oui. Je lui dis donc tu as été loin là, tu vraiment c'est limite. Il me dit non, rassure-toi, je sais jusqu'où je peux ne pas aller trop loin. Je n'oublie pas que les ressources de mon pays, qui était le Haute-Volta et qu'il a rebaptisé le Burkina Faso, je sais très bien que les ressources de mon pays me permettent de payer mes fonctionnaires 6 mois par an, et que les 6 mois restants sont payés par la France. Voilà. Et il est très lucide sur ce qui se passe. Et c'est ce réalisme-là qu'on ne retrouve pas malheureusement chez les jeunes putschistes qui aujourd'hui tiennent le Mali, le Burkina, etc. Mais ils vont être bien obligés un de ces jours, dans 6 mois, dans 1 an ou dans 5 ans. Comme je le dis toujours, le réel frappe à la porte. À un moment donné, on s'en aperçoit effectivement. Lucien, je crois que nous avons des auditeurs. Des auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300 et on accueille Julio de l'Île-de-France. Bonjour Julio. Bonjour Julio. Bonjour messieurs, et encore une fois un sujet de très haute qualité. J'ai simplement une petite information à vous soumettre et une question. Je voulais simplement rebondir sur la Libye, dans le sens où la Libye est une société tribale, et cela me fait justement penser à un autre conflit qui a débuté à la fin des années 70 avec les conséquences qu'il y a eu par la suite. L'Afghanistan, qui est aussi une société multitribale, il y a des ethnies ouzbèques, des ethnies pashtunes. C'est une société tribale, donc vouloir imposer la démocratie à des sociétés tribales, c'est pas facile. Ça c'était juste un petit élément pour rebondir. Maintenant, ma question est à propos de
de Klaus Schwab du Forum économique mondial de Davos, absolument. Oui. Donc en fait, j'ai remarqué très souvent, j'ai même vu une photo de son bureau en Suisse où trône le buste d'un certain Vladimir Ilyich Ulyanov, donc Lénine, et je sais que Klaus Schwab est, on pourrait même penser que Lénine est le maître à penser de Klaus Schwab. Donc ma question, elle est toute simple. Est-ce que Klaus Schwab a-t-il l'intention d'imposer au monde entier un communisme 3.0, tout simplement? Intéressante question, c'est vrai, Jean-Louis Gouraud. Vous voyez que le communisme est aussi passé par là, hein? Oui. Non, mais c'est amusant que Davos, avec tous les milliardaires, les oligarques, etc., il y ait le portrait de Lénine. C'est peut-être un pied de nez, mais enfin, qu'est-ce que vous en pensez sur le fond? Je suis pas, j'ai pas de réponse à faire. Vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour répondre à cette question. Non, mais c'est-à-dire ce qui est très intéressant, en fait, moi, ce que je répondrais à Julio, nous ne sommes pas dans la tête de Klaus Schwab, mais je crois effectivement qu'il a en tête, et ce n'est pas du tout un complot de dire ça, il n'y a pas de complot, il n'y a rien, mais il a le nouvel ordre mondial, le fameux le Great Reset, la grande réinitialisation, et vous savez, mais c'est valable pour Lénine et pour beaucoup d'autres, c'est-à-dire que quand des gens ont en tête un véritable plan mondial en disant nous allons apporter le bonheur à l'humanité, et c'est par là que ça passe. Eh bien, écoutez, pour Hitler, c'était le Reich de Milan. Pour Mussolini, c'était le fascisme à l'échelle mondiale. Pour Staline, c'était, Lénine, le paradis sur terre, hein, messianique, etc. Voilà, repris. C'est le christianisme atterri, vous voyez, le atterrissage pour eux. Hein. Et puis là, je crois que Schwab et puis d'autres, on les connaît, pensent qu'il faut rationaliser le monde, que ce soit à coup d'implants ou à coup de monnaie numérique ou à coup de ceci, de cela, on voit très bien. Il y a incontestablement une cohérence là-dedans en disant, écoutez, maintenant il est temps de rationaliser tout ça. Et il n'y a qu'à relire les livres de son conseiller le plus étroit, Yuval Noah Harari, vous savez, Sapiens et compagnie. Vous voyez très bien le schéma. Il est là, ça c'est clair. Absolument. Eh ben, écoutez, merci pour cette intervention. Je voulais simplement dire que il existe une racine commune à toutes ces idéologies qui ont jalonné le XXe siècle, que ce soit le communisme, que ce soit le fascisme ou le nazisme. Tout ça découle du socialisme. C'est tout ce que je voulais ajouter. Tout simplement. D'accord. Ok, Julio, ça aussi, c'est vrai, ça se discute, mais on va revenir d'ailleurs, et vous allez voir, on va revenir à Montargis, que nous n'avons jamais quitté d'ailleurs, vous allez me dire, mais c'est vrai que quand je suis arrivé à ce moment du livre de Jean-Luc Gouraud, je dis, mais qu'est-ce qu'il a parlé de Montargis? On dit Montargis ou Montargis d'ailleurs? Les deux versions sont admises. Oui. Et je vois, il me dit, la Chine, mais la Chine, c'est Montargis, et Montargis, c'est la Chine. Je dis, mais de quoi il parle? Et raconter, Jean Gouraud, c'est passionnant, parce que ça, j'avoue que j'ignorais totalement cette histoire. Il est certain qu'en Chine, dans la Chine d'aujourd'hui, la ville française la plus connue, après Paris, c'est pas Versailles, c'est pas Fontainebleau, c'est pas Chartres, c'est Montargis. Tout simplement. Et d'ailleurs, pour l'excellente raison qu'on peut dire que le communisme chinois a été conçu à Montargis. C'est étonnant, ça, ouais. Et alors, mais comment la raconter? Oui. Alors, c'est l'époque où les grands penseurs chinois se rendaient bien compte, début 20e, début 20e, d'accord. Se rendaient bien compte du fait du retard chinois. Ils n'en avaient pas honte, mais simplement se disaient il faut qu'on le rattrape, il faut qu'on commence à aller prendre en Occident ce qu'il y a de meilleur en Occident. Et d'où l'idée d'aller former de nouvelles élites en les envoyant étudier en Europe, notamment en France. En France, oui. Mais simplement, il se posait un problème de financement. Et comment payer les études de ces jeunes gens sélectionnés par Sun Yat-sen et ses amis. L'idée est née dans l'esprit d'un grand personnage de Chine dont le nom m'échappe pour le moment, de faire financer les études en échangeant le
coup des études contre du travail. Et donc, les jeunes gens étaient envoyés en France pour travailler dans les usines le jour et apprendre. Dans les usines françaises, ils auraient été travailleurs, et voilà. Et à l'époque, à Montargis, il y avait une usine qui avait besoin de main-d'œuvre abondante. C'est l'usine Hotchkiss. Qui était à Montargis. Qui était à Montargis, enfin, juste dans la proche banlieue, la banlieue industrielle de Montargis. Et sont arrivés chez Hotchkiss des ouvriers du monde entier. Y compris d'ailleurs, j'ai découvert, y compris des Kalmouks et d'autres populations exotiques. Mais parmi eux, donc, quand même, une trentaine ou une quarantaine de Chinois, parmi lesquels se trouvait le futur Deng Xiaoping. Oui, c'est extraordinaire, ça. Et Zhou Enlai. Et Zhou Enlai. Zhou Enlai. Deux des plus grands leaders de la Chine. Voilà. Et c'est... ils le reconnaissent d'ailleurs, c'est en fréquentant le monde ouvrier français, les idées syndicales françaises, etc., que l'idée a surgi de créer le Parti communiste chinois. Et donc, on va dire que le vrai berceau, ou la terre sainte, comme vous voudrez, du communisme chinois, c'est Montargis. Et d'ailleurs, il y a maintenant, si vous allez à Montargis par le train, vous verrez que dès que vous quittez le train, sur la place de la gare, vous avez des monuments à la gloire de Deng Xiaoping, et puis un autre monument de plus pur style, d'ailleurs, de réalisme socialiste, à la gloire de l'amitié des ouvrières franco-chinoises. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, auditeurs du Sud Radio, nos amis, vous allez à Montargis, vous allez à la gare, et voilà, les derniers maoïstes sont là-bas, à Montargis. On continue d'en parler après cette petite pause. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et les beaux voyages de Jean-Louis Gouraud un peu partout. D'ailleurs, je voudrais... On finira après sur le cheval quand même, parce que ça quand même... C'est un moyen de transport. Oui, ah bon. Et quel moyen de transport. Juste pour finir avec Kadhafi, on a commencé d'en parler. Au fond, c'était quelqu'un, vous disiez hors antenne, là, Jean-Louis Gouraud, c'était un poète... On n'a pas cette image de lui. Hein. Parce que c'est vrai que, après avoir mis toute la journée les mains dans le cambouis, dans les petites querelles ou les affaires ou les basses œuvres. Il aimait le soir venu, au contraire, prendre un peu de hauteur, réfléchir et se lancer dans de longs discours et auxquels que j'ai subi ou dont j'ai bénéficié de très nombreuses fois. Il parlait longuement, longtemps. Oui. Alors. Son débit était toujours très lent au début, et puis... Il parlait en quelle langue? En arabe, bien sûr. Oui, alors vous aviez un traducteur. Alors excellent d'ailleurs, Mufta Missouri, qui était un type... un interprète excellentissime. D'accord. Et alors, il parlait avec une certaine lenteur et un peu par un système d'auto-allumage. Il s'excitait au fur et à mesure. Oui, il aimait s'entendre, j'imagine, et ça devait lui plaire. Et donc, le ton montait, etc. Il devenait finalement très bavard, alors, un peu répétitif, etc. Mais on voit bien que il réfléchissait en parlant, il cherchait des pistes, etc. Et derrière tout ça, derrière ce comportement, j'avais toujours pensé. Alors oui, il y avait un côté évidemment un peu mystique, il m'avait expliqué un jour que de toute manière tous les grands prophètes viennent du désert. Il m'avait donné 3 exemples. C'était Moïse, c'était Jésus et c'était lui-même. Donc c'était Moïse, Jésus et Muhammad. Oui, il se situait à ce niveau. Derrière tout ça, ce logos intarissable, je voyais bien qu'il y avait quand même des expressions poétiques, c'était une mentalité d'écrivain et de poète même et dont j'ai eu la confirmation quelques années plus tard lorsque j'ai appris par certains de ses collaborateurs que certains petits bouquins qui paraissaient dans les librairies, les rares librairies de Tripoli, qui étaient signées sous un pseudonyme, étaient en fait des œuvres de Kadhafi. Ah oui, qui ne signaient pas de son nom. Qui ne signaient pas de son nom. Et alors, je m'étais procuré ces opuscules, je les ai fait traduire pour découvrir que c'est une littérature très tourmentée, en particulier l'une d'elles qui m'avait beaucoup frappé, qui s'appelait Escapade en enfer.
Et titre que j'ai repris d'ailleurs pour intituler un de mes chapitres, parce qu'on peut dire que mon séjour en Libye ressemblait un petit peu à cette escapade en enfer, enfin un enfer d'ailleurs tout à fait oui, tout à fait abordable. Dont je suis rescapé, oui. Ouais. Voilà. Mais il y avait chez Kadhafi ce côté, oui. Il prenait la distance après avoir toute la journée. Mais je comprends. Fait de la mécanique, etc. Éventuellement monter des basses œuvres. Le soir, il aimait prendre de la hauteur et écrire, réfléchir, philosopher, ce qui a donné ce fameux petit livre vert qui tenait lieu de constitution dans ce pays, on l'a tous, on le lit, je l'ai lu. Dans lequel il n'y a pas d'ailleurs que des bêtises. C'est des choses intéressantes, tout à fait. Ça, je sais pas si ça vaut le petit livre rouge de Mao. Juste un dernier mot. Il nous reste malheureusement qu'une minute, mais j'aimerais quand même vous parliez de cette passion que vous avez. D'ailleurs, vous avez écrit plusieurs livres là-dessus, et Dieu sait, auxquels je renvoie chez Favre et ailleurs. Le cheval. Oui. C'est quoi? C'est la passion de votre vie? Oui, oui. On peut dire. On peut dire ça. En tout cas, les chevaux ont occupé une très très grande place dans ma vie. Ils ont été pour moi aussi m'ont permis de me raccrocher dans ce monde trop connecté, trop mécanisé, urbanisé, etc. Pour moi, ça a été vraiment une sauvegarde. Parce que vous êtes parti de Paris à Moscou. Oui, alors ça c'était en 1990. J'ai fait ce voyage de Paris-Moscou à cheval. Paris à cheval, un voyage de 3400 km que j'ai fait avec mes deux chevaux, que j'ai offert d'ailleurs à l'arrivée, comme je m'y étais engagé à Gorbatchev. Vous avez fait, non mais c'est extraordinaire parce que faudra en reparler un jour. On fera une émission justement sur le cheval. Oui. Sur le cheval, c'est vrai. Il y a de quoi. En tout cas, il y a de quoi dire. Pour le moment, moi, je recommande lisez ce récit de voyage, ce récit de voyage avec un S. Heureux qui communiste a fait plusieurs beaux voyages. Vous n'êtes plus communiste. Je ne sais pas si vous l'avez jamais été. Vous n'avez jamais été. En tout cas, vous avez fait quelques très beaux voyages. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci à Jean-Louis Gouraud pour son livre Heureux qui communiste a fait un beau voyage aux éditions Favre.